Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Sika TV. Bienvenue aussi dans ce numéro du journal de l'économie. La croissance de l'économie marocaine va reculer en 2019. Elle devrait s'établir à 2,7%. Les revenus touristiques grimpent en Tunisie. Le premier semestre 2019 s'est achevé sur une hausse de 42%. Enfin, la pourriture brune pourrait saper la campagne cacaoyère 2019-2020 au Nigeria. Je le disais à l'instant, le Maroc s'attend à enregistrer une croissance économique de 2,7% en 2019 et 3,7% en 2020. Cette perspective de croissance annoncée par le Haut Commissariat marocain au plan est en recul essentiellement à cause d'une mauvaise performance du secteur agricole. En effet, la production céréalière marocaine devrait reculer de 40% cette année par rapport à 2018, ce qui amènerait le secteur primaire à dégager une valeur ajoutée en repli de 2,1%, contribuant ainsi négativement à la croissance du produit intérieur brut de 0,3 points en 2019, au lieu d'une contribution positive de 0,3 points en 2018. La nouvelle prévision s'inscrit dans le même sillage que celle de la Banque centrale du pays, qui avait annoncé un ralentissement à 2,8% en 2019 et 3% l'an passé. En ce qui concerne la dette publique globale du pays, elle devrait croître à 81,3% du PIB en 2019 et à 80,7% en 2020, alors que le déficit budgétaire est prévu à respectivement 3,6% et 3,7%. Au cours du premier semestre 2019, la Tunisie a enregistré une hausse de 42,5% de ses revenus touristiques. De source officielle, ces revenus se sont établis à 684,2 millions de dollars contre 480,5 millions de dollars au cours de la même période en 2018. Cette augmentation est essentiellement imputable au nombre de touristes ayant visité le pays. Avec un total de 3,8 millions de visiteurs reçus au premier semestre 2019, la Tunisie maintient le cap de la croissance de son tourisme. Le pays affiche une hausse de 42,5% de ses revenus touristiques. Celles-ci se sont élevées à 684,2 millions de dollars au cours de la première moitié de l'année 2019 contre 480,5 millions de dollars pour la même période de 2018. Il s'agit de la résultante de l'augmentation de 16,87% de la fréquentation du pays entre 2018 et 2019. Cette augmentation est particulièrement importante pour les touristes britanniques qui sont 2 fois plus nombreux qu'en 2018 et ceux français qui sont un quart plus nombreux. Le nombre de visiteurs européens a crû plus rapidement, plus de 22%, que le nombre de visiteurs maghrébins, plus de 18,3%. En revanche, le nombre de nuitées a augmenté moins vite que la fréquentation, atteignant 7,8 millions de nuitées au 10 juin. Comparé à 2010, année de référence du tourisme avant la révolution qui a entraîné la chute du régime de Zine El Abidine Ben Ali, ce nombre était de 13,6 millions de nuitées pour 2,9 millions de touristes. Pour rappel, la Tunisie table sur la venue record de 9 millions de touristes pour l'ensemble de l'année 2019. Un pari qui est en passe d'être gagné après une année 2018 qui a marqué un rebond du tourisme en Tunisie après des années de marasme suite à 2 attaques djihadistes meurtrières qui avaient visé en 2015 des touristes au musée de Bardo et dans la station balnéaire de Sousse. Le double attentat suicide du 27 juin dernier revendiqué par l'organisation État islamique
et qui a tué un policier et un civil à Tunis a certes fait ressurgir le spectre de la violence dans le pays. Mais plusieurs syndicats de tours opérateurs français avaient indiqué que cela n'avait pas entraîné d'annulation notable. La Banque mondiale va accorder 100 millions de dollars à l'Angola pour financer le développement des petites et moyennes entreprises d'une part et l'acquisition de produits de base d'autre part. Ce nouveau financement est accordé par la Banque mondiale via sa filiale, la Société financière internationale, à la Banco Millennium Atlantico. Libellé sous forme de 2 lignes de crédit, le nouveau financement de 100 millions de dollars de la Banque mondiale en faveur de l'Angola est destiné à 2 principales opérations. Le premier prêt de 50 millions de dollars servira à accroître des prêts aux PME angolaises à travers des offres de financement allant jusqu'à un plafond de 5 millions de dollars. Ceci dans l'optique d'accélérer la stratégie d'inclusion financière des PME mise en place par le gouvernement du président João Lourenço pour diversifier l'économie angolaise. La deuxième ligne de crédit d'une valeur de 50 millions de dollars permettra à l'institution bancaire d'offrir des garanties d'acquisition de produits de base et d'équipements à l'étranger par l'émission de lettres de crédit. Cette nouvelle aide accordée par la Banque mondiale via sa filiale, la Société financière internationale SFI, à la Banco Millennium Atlantico, intervient alors que l'institution de Bretton Woods a multiplié ces derniers mois les annonces de prêts au gouvernement angolais pour financer le processus de transformation d'une économie largement dépendante de la manne pétrolière. En mai dernier, la Société financière internationale avait annoncé qu'elle ouvrirait un bureau de représentation à Luanda, la capitale angolaise. La pourriture brune pourrait saper les perspectives de production de cacao durant la prochaine saison au Nigeria. En effet, cette pathologie qui frappe déjà le pays pourrait atteindre un nouveau palier si les pluies se poursuivent jusqu'à tard au cours de ce mois. La maladie fongique a été déjà signalée dans la plupart des plantations disséminées au niveau de la ceinture cacaoyère dans le sud-est du pays, région qui fournit 30% de la récolte nationale. Il faut dire que la récolte du pays devrait avoisiner 250 000 tonnes en 2018-2019, un chiffre supérieur de 5 000 tonnes aux prévisions de l'Organisation internationale du cacao. 2 campagnes cacaoyères sont organisées chaque année dans le pays, la principale qui court d'octobre à mars et la petite traite qui va d'avril à juin. Une petite pause et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Nous accueillons ainsi Kazmik Pédior. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Égypte pour nous intéresser à l'interconnexion de ce pays avec Chypre et l'Arabie Saoudite. C'est bien ça Inès. Il faut dire qu'un vaste projet de connexion électrique a vu le jour depuis 2010 entre l'Égypte et l'Afrique, Chypre et l'Arabie Saoudite. Ce projet est en cours de réalisation entre ces 3 pays-là et aujourd'hui, l'Égypte se targue de précipiter un peu les choses afin que véritablement le délai, le cahier de charges soit respecté entre ces 3 pays-là. Il faut aussi ajouter que l'Égypte aujourd'hui veut être le partenaire technique en termes de fourniture d'électricité de qualité, mais aussi à moindre coût, véritablement à moindre coût, au niveau de ses voisins, tout ceci pour permettre aux pays africains de pouvoir entamer avec beaucoup de succès la problématique de l'industrialisation sur le continent. Alors quel est l'enjeu de ce projet d'interconnexion ? L'enjeu, il est d'abord régional pour les pays africains et aussi régional pour le Moyen-Orient et l'Égypte. Il faut dire que le partenariat économique entre l'Égypte et l'Arabie Saoudite date de plus de 64 ans d'existence. Aujourd'hui, les 2 partenaires se donnent la main pour davantage construire une économie solide. L'Égypte a négocié avec Chypre
et l'Arabie Saoudite la possibilité donc de faire transporter depuis donc ces deux pays-là jusqu'à destination, jusqu'au Caire, donc pour pouvoir permettre déjà à lui-même de s'autosuffire en ce qui concerne donc l'énergie de qualité, de pouvoir fournir aux entreprises, aux petites, moyennes et surtout aux grandes entreprises donc la quantité d'énergie qu'il faut, et ceci à travers un type de connexion de lignes de transmission de type 1500 kVA DC qui donc aujourd'hui pourra davantage donc offrir cette matière première, cette source pouvant permettre aux entreprises de mieux se porter en ce qui concerne donc la production industrielle. Il faut dire que l'Égypte rêve de plus en plus gros, rêve donc de ces méga projets-là pouvant permettre à l'Afrique de mieux se sentir en ce qui concerne le développement des industries. L'Égypte aujourd'hui est ce partenaire, est ce trait d'union donc entre le continent africain et le Moyen-Orient. Alors, quelles sont les chances de réussite de ce projet? Alors, si les techniciens donc, pensent qu'il n'y a pas donc, de goulot d'étranglement sur le plan technique pour ce projet, il faut déjà dire que l'Égypte a d'énormes problèmes pour véritablement faire face au cahier de charges. Déjà, la politique a empêché donc, le pays de pouvoir mieux développer ces différents contours du projet. En effet, les différentes crises que le pays a connues, non seulement à l'interne, mais aussi s'est démêlé avec l'Arabie Saoudite, ne l'ont pas facilité le travail. Donc, en ce qui concerne l'évolution du projet, en tout cas, le financement reste encore un enjeu entre les deux parties, même si le roi saoudien a effectué ces derniers jours un voyage au niveau donc, de l'Égypte pour pouvoir donc, relancer la question donc, de la coopération bilatérale, surtout sur le plan économique. L'Arabie Saoudite aujourd'hui veut véritablement accompagner l'Égypte pour mieux donc réaliser ce projet-là. L'Égypte de son côté pourra donc taire cette divergence avec ce pays-là pour véritablement capter les investissements venant donc de l'Arabie Saoudite, et certainement l'Égypte aura plus de chances en développant une relation politique beaucoup plus saine avec ce pays pour véritablement respecter le cahier de charges en ce qui concerne la fourniture de l'énergie sur les deux pays. Quel impact sur l'économie des pays concernés? Les pays voisins pourront donc avoir une production énergétique des meilleures au niveau donc de la sous-région. En effet, les pays maghrébins, ce n'est pas l'énergie électrique qui est véritablement le problème à leurs industries, mais c'est la réduction du coût de l'électricité qui aujourd'hui doit être le défi majeur, car la production industrielle, la bonne qualité donc des produits issus de l'industrialisation passera aussi par le coût réduit de l'électricité. Et je crois que l'Égypte est en train donc d'offrir donc cette aisance-là aux entreprises donc de la sous-région. À cela, on pourra ajouter aussi le bon vouloir donc des entreprises privées qui de plus en plus sont demandeurs d'une énergie de qualité. Et donc je crois que d'ici 2025, les entreprises au niveau du Maghreb pourront donc faire rêver le continent africain, surtout qu'on est en train de parler de la zone de libre-échange continental. Certainement que le Maghreb pourra donner le bon exemple des produits made in Africa de qualité et à moindre coût, pouvant permettre aujourd'hui de rivaliser d'ardeur au niveau du continent. Merci beaucoup, Kazmik Pedior. Merci pour toutes ces explications et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt sur Sika TV.